était question de parler une dizaine de minutes sur le mode du séminaire et pas trop de la journée d'études en fait. Donc j'ai quand même construit quelque chose. Et c'est vrai que comme je sais la dernière la dernière intervention de la journée, en même temps, ce que je peux dire aussi, c'est que je suis, comment dire, je me sens un petit peu en décalage, parce que je vais vous proposer quand même quelque chose qui est très, pas plastico-plastique, mais qui vient quand même de la recherche en art plastique, si stricto sensu. Et c'est vrai qu'en même temps, j'appartiens à une équipe de design, donc j'aborde le design à partir de ma posture de plasticien. Et c'est vrai que la notion de terrain, c'est difficile pour un plasticien de parler du terrain d'un point de vue de la méthodologie, en fait. C'est difficile pour un plasticien de parler du terrain d'une manière topologique. C'est-à-dire, ce matin, on a entendu des choses qui étaient très intéressantes, qui renvoient aussi à la communication des organisations, avec une topologie qui est très 71e. Et après, cet après-midi, on a eu aussi des choses très intéressantes sur le terrain des recherches cinématographiques avec des conditions matérielles de production qui renvoient à des champs disciplinaires constitués. Et c'est vrai que moi, là, voilà, je fais une petite parenthèse, c'est que le champ disciplinaire constitué duquel je viens, c'est très art plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du point de vue du terrain, c'est quelque chose, comment dire, de très concret. Alors, j'ai essayé, donc je vais parler d'une performance que je fais depuis quelques années, et j'ai essayé d'aborder la question du terrain à partir du sens figuré et du sens propre, en fait. Donc, je vais d'abord partir du commentaire que fait Michel Guérin sur l'idée aristotélicienne du lieu qu'on trouve dans la physique. Et Michel Guérin, lorsque donc Aristote parle de cette sphère qui, roulant sur elle-même, génère son propre lieu, Michel Guérin a cette très belle formule dans un article qu'il a intitulé « Le concept de topoïétique », qui est un vieil article, j'allais dire comme Michel Guérin, mais qui est en fait un article qui date du début de sa carrière, donc c'est un vieil article. Et voilà ce qu'il dit, Michel Guérin, l'œuvre se met en œuvre, entre parenthèses, en place, en tant qu'elle s'approprie un espace qui ne lui préexiste pas, mais qu'elle produit en se produisant elle-même. Alors je pense qu'il est pertinent d'introduire une réflexion sur la notion de terrain en art et design par cet exergue. Car somme toute, si l'on prend à la lettre cette notion de terrain, on retrouvera certainement l'expérience d'investir, alors ça c'est le plasticien qui parle, hein, avec sa propre présence physique et de tout son poids, un peu comme si nous étions la sphère, un sol, un horizon, une terre, dans une sorte d'interactivité plastique, à l'image de la fameuse boule de plasticine de Gabriel Orozco, que vous avez ici, qui est un artiste contemporain mexicain, qui en fait se définit comme un plasticien nomade, et il transporte cette boule un petit peu partout là où il va, et elle se charge des scories des sols qu'il traverse. Et Gabriel Orozco a résumé les choses en disant que pour lui, la seule question qui compte quand on est artiste, c'est la question suivante, qui est assez simple: qu'est-ce qu'un espace? Et c'est vrai que si ça devient la seule question, on peut alors certainement la comprendre comme un terrain. Investiguer un terrain peut alors devenir une espèce de pléonasme, dans une sorte d'acceptation qui serait phénoménologique. Alors moi, je vais tirer au clair comment s'engage cette notion de terrain dans ma pratique performative, en essayant d'ordonner les choses à partir de deux occurrences. Alors la première occurrence, je l'ai appelée volumétrie socio-poétique, et la deuxième, je l'ai appelée la patine de terrain. Alors je vais en parler rapidement de chacune des deux occurrences, et ensuite je vais essayer de conclure sur la manière dont je peux relier ces deux occurrences. Alors, mon actuelle pratique plastique prend la forme d'une performance artistique et design
qui consiste à proposer un spectacle musical rendant hommage au groupe The Cure au travers du format événementiel stéréotypé du tribute. Lors du colloque en novembre dernier sur les matrices disciplinaires du design, j'ai développé et démontré les dimensions de désubjectivation à l'œuvre dans ce travail et comment ces dernières peuvent apporter quelque chose à la définition de la tendance en design. Alors je ne reviendrai pas sur tout cela ici, même si je vais utiliser parfois la notion de désubjectivation. Mon propos sera maintenant de se centrer sur la notion de terrain d'investigation, ou donc de quelle manière ma performance tribute au groupe The Cure approche et définit cette notion. À partir du moment où la référence mimétique, musicale à The Cure, s'intercale d'emblée entre mon expression, qui devrait renvoyer à la dimension d'œuvre, et sa réception spectatorielle, je ne peux pas de front appliquer l'approche topoïétique de terrain, car en fait, tout bonnement, le public qui vient écouter et voir ma performance ne me voit pas à proprement parler, c'est-à-dire l'espace, même si l'espace que je fais est mien, il a lieu, même si comment je prends l'espace, je me le m'approprie, etc., il ne voit pas tout ça autrement que par le truchement de la musique de référence qu'il vient entendre et dont il est fan, plastiquement. Il y a donc une sorte de filtre, en fait, esthétique et poétique entre moi et le spectateur. Il faut d'abord analyser cela, c'est ma première occurrence, je vais l'analyser très vite parce que je ne vais pas parler longtemps. J'ai tout de suite pensé, pour illustrer le problème, au fameux film de Clouzot sur Picasso, car le dispositif mis en jeu ici, dont j'ai d'ailleurs parlé dans un colloque qui s'appelait l'image translucide à l'université de Pau, il y a un certain nombre d'années maintenant, car le dispositif mis en jeu ici matérialise un intercalaire. En fait, la notion de filtre me semblait un peu réductrice. C'est pourquoi je préfère parler de volumétrie. La notion de terrain, je le disais, est très phénoménologique lorsqu'on fait une performance tribute. Concrètement, donc, entre moi et le public, il n'y a rien d'autre que de l'espace technique. Mais en fait, tout cet appareillage scénique modèle en 3 dimensions, architecture, construit un volume représentationnel au sein duquel je deviens une sorte de marionnette, en fait. Et le public, un ensemble de fans d'une musique que nous partageons, mais dont ni eux ni moi ne sommes à l'origine. Je vous montrerai un petit extrait à la fin, pour présentifier les choses quand même. En fait, ça renvoie aussi à ce fameux jouer à être de Sartre, le garçon de café. En fait, on joue tout à être quelque chose dans cette histoire-là. Et dans cette zone expressive, mais désubjective, puisqu'on est tous là au nom de quelque chose qu'on n'a pas créé, en fait, apparaît une sorte de poétique désindividualisée. J'avais parlé du concept deleuzien de dividu en novembre, sur le mode d'un terrain sociologique, comme une enquête qui existerait sous la forme d'une sorte d'action-recherche au sujet de « Aimez-vous The Cure ?» Ça renvoie aussi à ce que dit Nicolas Bourriaud dans son esthétique relationnelle, ça date aussi un petit peu comme lecture, où il nous parlait des modalités d'action par rapport à l'artiste contemporain, les modalités d'action à l'intérieur du réel existant. Donc c'est une approche volumétrique et socio-poétique du terrain. L'espace vide se remplit, mais de quoi? D'une sorte de matière humaine, pour reprendre le terme de Diderot, dans Le rêve d'Alembert, une matière universelle, uniforme. Je pense, je viens de le mettre là, à la pratique aussi de Rachel Whiteread, qui fait partie de l'école anglaise de sculpture, donc qui est une sculptrice contemporaine et qui travaille sur la solidification des espaces vides en coulant du béton dans les espaces. Et donc cette notion de volumétrie, c'est pour ça que je renvoie aussi à la méthodologie du plasticien, parce que pour un plasticien, en fait, montrer ça, et l'intercalaire entre Clouzot et Picasso, en fait, peut relever d'une méthodologie dans la construction d'une analyse de la perception, pour comprendre ce qui va se passer, par exemple, entre quelqu'un qui va imiter une musique et un spectateur qui va la recevoir. Parce que l'espace qu'il va y avoir entre les deux est un espace qui va se remplir de perception. Donc le plasticien va faire appel à ce genre de référence, mais là aussi, ça relève d'une méthodologie qui vient
des arts plastiques. Hein. Je fais cette petite exergue. Je pense aussi à la citation de Robert Smith, le chanteur de The Cure, qui nous dit « Personne ne me remarque, hein, personne ne sait que c'est moi, tout habillé avec son uniforme, là, tout noir. Il faut dire que je me ressemble moins que la plupart des gens qui vont à nos concerts. » Alors moi, j'aime bien cette idée, justement, de créer, en fait, en oubliant sa propre subjectivité, donc ce concept de désubjectivation. J'ai rencontré un jour, par exemple, lors d'un concert dans le Kent, une personne qui faisait un tribut au Smith et qui imitait Morrissey. Et donc on a bu un verre comme ça. Et c'est vrai que là, on est vraiment en fait sur quelque chose qui est intéressant, c'est que en fait, on est tous là pour partager quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors du coup, qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là, au niveau du terrain, justement? C'est un terrain très, comment dire, humaniste, puisqu'en fait, c'est un expressionnisme qu'on pourrait qualifier de structural, au sens de l'anthropologie structurale. C'est-à-dire que c'est un structuralisme qui essaye de structurer les relations humaines en dehors de la question du jeu, en fait. Du jeu JE. Donc on passe du jeu JE au jeu JEU. On a aussi une référence qui sera intéressante par rapport à tout ça, c'est la ritualité de Joseph Beuys et de sa fameuse sculpture sociale, hein, bien sûr. On est sur ces questions aussi de sculpturalité sociale. Bref, en fait, cette volumétrie socio-poétique tient en fait qu'une sorte de moulage, en fait, figural ou figuratif, s'interpose entre moi et les fans. C'est un terrain figural au sens de ce que Lyotard, dans son économie libidinale, appelle la grande pellicule éphémère, ou le fait qu'il faut décrire la chambre représentative comme unique face sans verso. C'est-à-dire que, sur un modèle brechtien, on va imaginer que d'un coup, le spectateur et l'artiste sont sur un même plateau. Et quand on fait un tribut, c'est vraiment ce qui se passe. Parce que le spectateur a bien conscience que c'est pas nous qui avons créé la musique. Donc il y a une espèce d'horizontalité comme ça qui se met en place, qui est assez intéressante. Alors avec un peu plus de temps que je n'ai pas ici, il faudrait précisément voir comment la figurabilité volumétrique de cette espèce de sociologie, en fait, se déploie, certainement autrement que sous le mode de la transparence de Merce Cunningham Company, dans sa pièce Welcome on Time, où il reprend le grand vers de Duchamp. Et il faudrait peut-être aussi aller du côté du traitement topographique, des intervalles scénographiques de Vanessa Beecroft, lorsqu'elle travaille sur le stéréotype. Donc j'ai pensé à ces choses-là. J'ai pensé aussi il faudrait intégrer certainement l'analyse phénoménologique de la prise du volume par le son, et l'amplification stéréophonique, parce que stéréos, ça renvoie au solide, en grec, et donc il y a énormément de perception de la solidité et des espaces qui se font par le son, donc il faudra aussi certainement faire un focus sur ça. Alors j'aborde maintenant ma deuxième piste, c'est que pour autant, si cette approche sociopoétique semble ne pas s'établir autrement que dans le temps événementiel de la performance, et de son armature, en quelque sorte, phénoménologique, elle n'épuise pas toute la question du terrain d'investigation, puisque d'un point de vue purement plastique, la nomenclature espace, lieu, terrain, cette nomenclature ne peut faire l'économie du terrain matériologique lui-même de l'instrument, des outils de la performance. C'est ma deuxième occurrence que j'ai appelée la patine de terrain. Qu'est-ce que c'est que la patine de terrain? Alors le terrain, c'est donc certainement quelque chose qui échappe aussi au sens figuré, hein, à la figuration de la forme, car au sens propre, le terrain est aussi en quelque sorte le bruit du lieu, le bruit que fait l'appropriation de l'espace par le corps performatif, le bruit du corps sur l'instrument, tel par exemple celui des doigts qui glissent sur le manche entre deux accords et qui a comme équivalent visuel les traces d'usure que les accords tapés vont laisser sur le manche au fur et à mesure de la durée répétée de la performance. Bref, le terrain, c'est certainement l'empreinte de l'usage avant qu'il ne soit modélisé. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ici, pour moi, c'est que si je rabats tout ça
Donc là, j'ai essayé de faire une différence entre l'espace, le lieu et le terrain, en fait. Et si je rabats tout ça, si je prends mes deux entrées, en fait, donc quel lien entre les deux occurrences, c'est-à-dire entre le sens figuré, qui relèverait de la volumétrie socio-poétique, et la patine de terrain au sens propre, c'est là que ça devient justement une question, parce que si on accepte ces deux occurrences, comment elles communiquent ensemble, en fait, comment elles s'articulent ensemble dans la réalité. Alors l'hypothèse que j'avance, c'est celle de la customisation, qui me semble la plus pertinente, pour établir un lien entre l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire entre le volume et la patine, car si la question du design des instruments renvoie au choix que fait le musicien entre telle ou telle forme, matière, couleur et sonorité qui va l'inspirer, c'est parce que certainement la base de cette inspiration vient à l'initiale des accidents, donc cette fameuse patine, que le musicien fait subir à force à ses premiers instruments. Donc vous avez ici la fameuse basse fétiche de Sting, qui a vécu durant plein d'années. C'est un petit peu comme les joueurs de judo qui utilisent toujours la même kimono. Les musiciens, donc, ils utilisent un instrument qui va devenir fétiche, mais cet instrument va devenir fétiche parce qu'ils vont, en fait, au fur et à mesure, le marquer de leur propre corps, de leur propre transpiration. Cet instrument va finir par s'user, garder un usage du temps qui renvoie à une expression. Et ce qui est très très intéressant, c'est que, à la base, la question qu'on doit... Enfin, ce fétichisme est la base, en fait, de la customisation. C'est-à-dire que c'est en regardant des accidents sur un instrument qu'on va dire après, quand on change d'instrument, tiens, je vais prendre telle guitare ou telle guitare, parce que il y avait des accidents qui m'inspiraient, en fait, sur mon propre instrument. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une espèce de bruit de la réalité qui va venir, qui vient de la patine, qui va venir inspirer la musicalité même dans la création musicale. Donc, il y a une espèce de transfert qui s'effectue dans le monde de la patine à un monde de la partition, en quelque sorte. Ça, c'est très intéressant, ces trucs-là. Bon, ça, c'est des trucs que je commence à aborder dans ma réflexion, je commence à arriver sur ces trucs, et je voulais arriver sur une synthèse, parce que, effectivement, ça me semble, cette histoire de modélisation, parce que, après, on a la question, donc ça, c'est les instruments que j'utilise, moi, avec mon matériel, etc., etc. Mais forcément, on se pose la question du choix des instruments, qui renvoie à des périodes, à des manières de jouer, mais on sait aussi que dans le monde du marketing, il y a des guitares signées, il y a des guitares signées qui renvoient à des manières de jouer, et renvoient aussi à des esthétisations de la réalité par des artistes. Alors donc là, vous avez la guitare de Clapton, la guitare signée Gilmour, etc., la guitare signée Hendrix, et aussi, ce qui est très intéressant, ça me semble un bon élément de synthèse, c'est qu'aujourd'hui, on modélise en fait des guitares vintage, c'est-à-dire que vous allez dans le magasin, vous allez acheter une guitare comme ça qui est neuve, mais elle limite la patine de Sting. Si je compare cet instrument à la guitare de Sting, ça devient très intéressant, pour le coup. Parce que la patine qui vient de Sting vient de sa propre expressivité, alors qu'après, ça va être modélisé en magasin, pour donner comme ça un côté vieux. Et après, on peut s'interroger, du coup, sur le statut de cette modélisation. Là, vous avez un certain nombre de guitares qu'utilise Robert Smith. Ça, c'est la première guitare qu'il utilisait, en fait. Une guitare qu'il avait achetée dans un supermarché qui coûtait strictement rien. Et ensuite, il a piqué un micro de cette guitare parce qu'il aimait bien le son, et il a, en fait, monté ce micro sur sa Jazzmaster, qui est devenue la guitare avec laquelle il a enregistré, sans le dire à son producteur. Et aujourd'hui, il travaille avec ces trucs-là, il appelle ça l'Ultra Cure. C'est une guitare maintenant qui porte le nom de The Cure. Mais là, il y a 50 ans d'existence, en fait. Il y a 50 ans de modélisation dans tout ce parcours. Et je pense que la résolution des sens propres et figurés d'un terrain d'investigation performatif qui est le mien, peut trouver une résonance assez intéressante dans la modélisation par le custom, et cela d'autant plus que dans la culture britannique, qui est beaucoup plus comportementale que la nôtre, la guitare est perçue comme une prothèse. La guitare est perçue comme une prothèse. Alors nous, on l'aperçoit comme quelque chose avec laquelle on fait de la musique, de la même manière qu'on perçoit les caméras dans la rue comme des caméras qui nous regardent. Alors que pour un Anglais, la caméra dans la rue, c'est un robot qui remplace l'homme qui devrait surveiller, etc.
pas du tout la même perception des choses, parce que ça fonctionne pas de la même manière. Alors je termine, voilà, j'ai fini, c'était court, c'était voulu. Je voulais vous montrer, comme il y a du son en fait, j'hésitais à le faire, mais comme il y a du son, je vais vous montrer une ambiance par exemple. Il y a une ambiance de concert d'ailleurs. Sympa. Il n'y a pas de son. Alors, je vous montre d'autres petits trucs quand même, rapidement. Bon, j'en ai d'autres, hein, j'ai plein de petits... Très souvent, les gens font des petites vidéos, en fait. Je leur demande, après je les garde, je les monte. C'est sympa, le concept est sympa, quoi. Et à côté de ça... Et on y va parce que ça fait 23 minutes. D'accord. Ok. Bon, mais c'est bon. Voilà. Non mais sinon, non mais si je peux, non mais je peux montrer un autre truc si vous voulez, c'est que en fait j'ai pas que ce travail-là, c'est-à-dire que j'ai aussi un travail de production un peu d'objets qui reste assez stéréotypé, hein. Mais bon, je peux vous en montrer un par exemple, des petits clips quoi. Voilà, c'est comment dire, c'est très stéréotypé, c'est dans les canons de la New Wave, au niveau des choix, etc. Mais en fait, pour moi, c'est une manière de faire la promotion. Il y a tout un... C'est une micro-entreprise, quoi. Il y a tout un